Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur la revue des Grandes Unes, édition de ce vendredi 13 octobre 2023. Nous sommes en direct de nos studios de Douala et on vous emmène d'abord en kiosque découvrir les principales manchettes proposées par les journaux ce matin. La nouvelle expression qui s'intéresse donc à ce drame de Bankolo, le bal des hypocrites, titre la nouvelle expression de la théâtralisation des pleurs du gouvernement, de l'instrumentalisation politique des malheurs des Camerounais ou de la danse macabre et cynique de ceux qui nous dirigent. Voilà donc résumé à cette réflexion proposée par la nouvelle expression au sujet du drame de Bankolo ce matin. À la une du quotidien Le Jour, on évoque également le drame de Bankolo, le flou sur la prise en charge des rescapés. Les proches des victimes brandissent les factures qui leur sont délivrées par les responsables des hôpitaux pour aller acheter les médicaments dans les pharmacies. Une attitude qui contredit les actions annoncées par le gouvernement. Les recommandations du barreau au gouvernement à lire dans les colonnes du quotidien Le Jour. Pour mutation de ce matin, Bankolo, la nouvelle vie des sinistrés. Incursion dans un site de recasement, c'est le reportage proposé donc par Mutation au sujet de ce drame de Bankolo et la situation des rescapés. À la une du journal Cameroun Tribune de ce matin, on parle du tirage au sort de la CAN. Un certain Cameroun-Sénégal, titre donc Cameroun Tribune, Lions indomptables et Lions de la Teranga se retrouvent en janvier prochain à Yamoussoukro pour le match choc du groupe C de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Les deux ténors auront pour autres adversaires la Guinée et la Gambie. Il faudra lire dans Cameroun Tribune de ce matin la composition de l'ensemble des groupes tirés au sort hier. On reste avec les Lions indomptables à la une du Messager Russie-Cameroun. Les non-dits d'un match amical, jeu et enjeux géopolitiques et stratégiques de la rencontre qui a opposé hier à Moscou le pays de Paul Biya à celui de Vladimir Poutine. Match soldé par le score de 1-0 en faveur de la Russie. À la une du Forum libre de ce matin, péage automatique de bateaux-femmes. Les élites bateaux-femmes haussent le ton, nous apprend l'hebdomadaire Forum libre. Dans un communiqué rendu public le 10 octobre 2023, les élites du groupement bateaux-femmes situé dans l'arrondissement de Bangam, département du Konki, s'insurgent contre l'instrumentalisation du projet de construction d'un péage automatique et félicitent l'engagement déterminant de leur chef supérieur, Sa Majesté Nahan Toukam Innocent. En 10 points, comprendre la position des fils et filles bateaux-femmes, c'est-à-dire donc dans le forum libre de ce matin. Ce sera tout pour les journaux sélectionnés dans le cadre de la revue des Grandes Unes de ce vendredi. On accueille nos invités pour en parler. Alois Nana, bonjour et bienvenue. Bonjour Achille Kamga, bonjour à mon copanéliste Joyce Aimé, bonjour à ceux qui nous suivent, notamment à Ebolova. J'ai découvert que nous avons une forte population qui nous suit à Ebolova, Samblima, Mbiyomesala, Nvomoka. Et donc, bonjour à toutes ces populations. Pour tous ceux qui nous écoutent ailleurs, c'est dans la partie sud, la région sud du Cameroun, Ebolova, Samblima, Nvomoka, etc. On va accueillir sur ce plateau Georges Aimé. Bonjour et bienvenue, Georges. Merci, bonjour à vous, Achille, bonjour à Louise Nana. Je vais emboîter le pas à Louise Nana pour dire que la couverture géographique en termes d'audience d'Equinox Télévision est exceptionnelle parce que moi également j'ai des témoignages qui me viennent du côté d'une cam de Yabassi. Vous savez que cette partie du territoire camerounais n'est pas très couvert en ce qui concerne l'énergie électrique, mais ils ont quand même encore l'occasion d'avoir les émissions d'Equinox Télévision. Mais je ne passerai pas sans rendre un hommage à un de nos confrères qui nous a quittés fin septembre, Alain Djipo. Et je crois que le messager en a parlé, le journal dans lequel il officiait. Je lui rends un hommage parce que c'est un confrère qui a été longtemps résilient face à la maladie qui le gangrenait. Je m'associe à la voix de tous les autres confrères parce que nous avons perdu un professionnel, nous avons perdu quelqu'un qui était vêtu d'une rectitude déontologique assez extraordinaire et qu'on ne voit pas beaucoup ces jours-ci dans notre métier. Et je profite de cet espace pour lui rendre un hommage appuyé et lui souhaiter un bon repos. Éternel, Alain Djipo, qui entame son dernier voyage ce week-end. Il sera inhumé demain donc, du côté de Fumban. Allez, on va donc démarrer le décryptage de l'actualité avec ce premier sujet sur le drame de Bankolo. On en parle encore ce matin à la faveur des unes consacrées donc à cette actualité. On va prendre d'abord la nouvelle expression quand même avec ce ton sur le bal des hypocrites. Je commence par Alois Nana. On a vu des membres du gouvernement venir
porté, hein, on va dire comme ça, des messages de consolation, mais aussi quelques interventions, le matelas, etc. Ça a inspiré quand même la chronique de ce matin. On s'est dit, bon, c'est une façon de se positionner comme des médecins après la mort, parce qu'on aurait dû anticiper ce qui s'est passé du côté de Bankolo. Est-ce que vous voyez cela un peu comme ce bal des hypocrites-là? Je vois le bal des hypocrites à deux niveaux. D'abord au niveau du gouvernement qui a souvent clamé sa capacité à être solidaire. Mais sauf que après cet événement, on s'est rendu compte que le gouvernement n'est pas aussi solidaire que ça. Je m'attendais à ce que, par exemple, que tous les ministères se retrouvent en Bankolo, étant donné que l'affaire a eu lieu à Yaoundé. Donc on n'a plus vraiment besoin d'avoir un accord particulier de la primature pour se déplacer, c'est juste à Angers des Pierres. Et donc, étant donné que l'affaire concernait toute la population, je m'attendais à ce que, par exemple, qu'il y ait le ministère de la Santé publique, des Affaires sociales, de l'enseignement supérieur, l'enseignement secondaire, bref, tous les ministères auraient dû, à mon avis, être là-bas, mais ce n'est pas ce qu'on a vu. J'ai envie de croire que c'était également une espèce d'hypocrisie. J'ai également suivi la cacophonie communicationnelle entre Paul Atangandji et Kecha, qui se disputaient carrément la parole, parlant au même moment. Donc, juste à deux personnes, on a de la peine à avoir un porte-parole, au point où les mots s'entrechoquent. C'était pour moi une grosse défaillance du gouvernement. Maintenant, pour revenir à une autre forme d'hypocrisie, c'est des promesses qu'on fait depuis des lustres et qui, manifestement, se limitent au matelas, au savon, au seau, et puis aux décisions fracassantes. Et puis après, le temps passant, on oublie tout. On attend encore qu'il y ait une nouvelle catastrophe pour qu'on recommence encore à faire d'autres déclarations. Ça, c'est ce côté. Maintenant, oui, pour revenir focus sur le sujet de la nouvelle expression, il faut dire que les villes africaines, sud-africaines, subsahariennes précisément, n'ont pas 100 ans. Elles ont pour la plupart 63 ans, donc pratiquement l'âge des indépendances. Et vu ainsi, elles sont nées, j'ai failli dire à l'aveuglette, et progressent de manière désordonnée. Et par voie de conséquence, les gens arrivent en ville, la découvrent pour la première fois pour plusieurs personnes, et s'installent donc où elles veulent. Il y en a donc qui, en fonction de leurs revenus, s'installent sur le flanc des collines, dans les marécages et n'importe où, parce que chacun veut avoir un toit. Et donc, on a justement là, entre les lignes, le manque de prévision du gouvernement. Le manque de prévision qui fait qu'on a de la peine à remplacer valablement le blanc lorsque vous regardez un peu les quartiers administratifs comme Bastos ou encore comme Bonanjo. Je veux dire quartiers résidentiels, les résidences comme Bastos ou encore comme Bonanjo. Vous voyez que ceux-là sont bien tracés parce qu'avant, ceux qui ont y été ont pris la peine, n'est-ce pas, de tracer les routes et de faire des lots. Et donc, ce côté-là, il n'y a pas de désordre. Maintenant, le reste de la ville est occupé par des gens qui viennent en ville, tantôt pour la première fois, tantôt pour se construire et qui s'installent donc n'importe où. Je m'inscris en faux contre ceux-là qui pensent qu'il y a des espaces qui sont réservés, qui sont non constructibles. Je pense qu'on peut se construire n'importe où en fonction de ce qu'on a comme moyens financiers. Il y a des normes aussi à respecter. Il y a des normes justement à respecter. Pour revenir au cas d'un Bankolo, il y a une radio en Bankolo qui est pratiquement sur une colline, la radio Rennes. C'est l'une des premières radios de Yaoundé qui appartient à l'abbé Jean-Marie Baudot. Mais sauf que Jean-Marie Baudot, avant de se construire, avait pris la peine de faire venir des ingénieurs d'Italie qui avaient sondé le rocher pour voir quelle était sa capacité à apporter le logement. Et ça fait qu'avant, il s'est construit. Je n'ai pas envie de rappeler que le palais des sports est dans un marécage, que la direction générale des douanes à Douala, c'est carrément un marécage. On allait dominer la nature. Donc, c'est en fonction des moyens qu'on peut se construire n'importe où. Maintenant, il faudrait qu'on chasse des villes pour que les gens ne s'installent plus n'importe comment. Alors, Georges Semer, vous avez également vu cette descente des ministres après cette catastrophe de Bankolo. Est-ce que vous vous situez aussi dans ce sillage de la théâtralisation de cette affaire, ces membres du gouvernement? Alors, je ne parlerai peut-être pas de théâtralisation. Rappelons quand même que les ministres qu'on a vus sur le terrain sont concernés
en tant que principaux responsables de ces portefeuilles, le portefeuille de l'habitat et développement urbain, mais également celui de la protection civile qui est représenté ici par M. Atangati. Alors je pense qu'il ne s'agit pas de la théâtralisation. Mais par contre, je vais aborder sur le sens de la responsabilité co-respective. Il y a une notion en droit qui est très délicate mais très intéressante qu'on appelle la responsabilité co-respective. Et c'est là, à ce niveau, qu'on peut parler d'une certaine incompréhension de la responsabilité de chacun. D'abord, les pouvoirs publics. Quand je dis pouvoir public, il y a l'État central et les démembrements. 2, il y a les populations. 3, il y a les partis politiques. Pour l'État, il est inadmissible qu'on ait une cartographie des zones sensibles, une cartographie des zones non constructibles de tout le Cameroun, qu'on y mène des sensibilisations auprès des populations pour dire qu'on ne construit pas sur ces endroits. On y appose même des plaques qui matérialisent de ce que ce sont des zones non constructibles et qu'au 4e degré, qu'on n'assure pas le suivi après. On laisse les gens construire tranquillement et c'est lorsqu'il y a une catastrophe qu'on revient sur le même site pour lequel on a effectué des sensibilisations, qu'on a matérialisé pour demander enfin aux gens de déguerpir après qu'il y ait des morts et des constructions qui sont érigées. Donc, pour moi, c'est un problème de gouvernance. Il y a un problème de gouvernance au niveau du pouvoir central, il y a un problème de gouvernance au niveau local. Et quand je dis au niveau local, je parle des mairies parce que eux également, en plus des pouvoirs qu'ils ont, ils ont également des pouvoirs de police. Déjà que le pouvoir central, les représentants du pouvoir central ici ont des pouvoirs de police stricto sensu, mais les maires, les représentants, les élus locaux ont également des pouvoirs de police qui leur donnent le droit d'empêcher que toute construction soit érigée sur un endroit non constructible. Mais également les auxiliaires de l'administration qui ont un rôle central dans la permissivité de ces constructions. Là, je parle des chefs qui parfois, pris dans l'élan de la part du gain, offrent des terres aux gens pour des constructions sur des zones non constructibles. Voilà pour ce qui est de l'État et des pouvoirs publics. Maintenant, pour les partis politiques. Les partis politiques ne sont pas seulement là pour conquérir le pouvoir. Ils ont également un rôle de sensibilisation. On les voit quelquefois intervenir sur le terrain dans des actions de lutte contre l'insalubrité, etc., etc. Mais en quête d'un électorat, ils pourraient aussi sensibiliser les populations sur les dangers de construire sur des zones non constructibles. Dans les démocraties un peu plus avancées, on l'a vu également ici au Cameroun avec le SDF qui a formé un gouvernement fantôme où il y avait des ministres fantômes qui avaient des charges, des attributions. Ça leur permettait de veiller secteur par secteur sur l'évolution de la gouvernance nationale. On peut également le faire au Cameroun, comme ça se passe ailleurs. Pas attendre que les chefs du parti prennent des positions de façon sporadique pour se prononcer sur la vie de la nation. Mais il y a des responsables, on nomme des cadres qui vont suivre de bout en bout certains secteurs qui intéressent la gouvernance publique. Mais tout à l'heure, je parlais également des populations. C'est ça la responsabilité correspective. Les pouvoirs publics, les partis politiques et maintenant les populations. Il y a des cas extrêmement décevants, des cas patents où on voit des gens ériger des constructions alors que sur cet endroit, il est matérialisé zone non constructible. Donc, la population également a sa part de responsabilité. Donc, je pense que l'angle qui a été aujourd'hui pris par la nouvelle expression est un angle pertinent, mais je préfère qu'on parle d'une responsabilité correspective parce que tout ça, mis de bout en bout, on se rend finalement compte que chacun a sa part de responsabilité dans le drame qui est survenu en Bankolo il y a quelques jours. Voilà qui est bien expliqué, les responsabilités sont partagées. Il y a des reporters du quotidien Le Jour qui sont descendus sur les lieux, notamment où ont été recasés les rescapés. Effectivement, on se rend compte qu'il y a un flou sur cette prise en charge-là parce que le gouvernement fait des annonces, mais sur le terrain, c'est autre chose. C'est proche des victimes qui brandissent ces factures, octroyées par les responsables des hôpitaux pour aller chercher des médicaments alors que le gouvernement annonce autre chose. On ne devrait pas, après ce qu'on a déjà dit du gouvernement, encore le reprocher au moins sur le minimum à faire à l'Osnana. Justement, quand on parcourt ce matin Mutation ou LNE, on se rend justement compte que les témoignages viennent des rescapés qui nous font croire que c'est un repas par jour qui arrive aux environs de 16 heures, que le matin ils ont juste droit à un petit déjeuner et que pour avoir encore accès au corps dépouille, on vous demande
vos pièces officielles. Il y en a qui n'ont plus pratiquement rien, pas de CNI. Et je constate qu'à ce niveau-là, il y a quand même une cacophonie quand même qu'il faut décrier et amener à Tangandji, par exemple, et les membres du gouvernement concernés par ce sujet à s'y réajuster pour que les témoignages qu'on trouve ce matin dans les journaux soient corrigés. Si quelqu'un a perdu ses pièces officielles dans le drame, il faudra trouver un moyen efficace pour que la personne ait au moins accès à la dépouille d'un proche, par exemple. Donc, ce matin, lorsqu'on parcourt les journaux, on se rend compte qu'il y a un déphasage écœurant entre les discours tapageurs du gouvernement et ce que les gens vivent au niveau de la maison des partis qui les a accueillis. Sans compter que la prise en charge de certains est assurée par eux-mêmes. Et pourtant, l'annonce qui a été faite était que c'est le gouvernement qui allait s'en occuper. Que non. Lorsqu'on donne la parole à ceux qui sont concernés, on se rend compte justement qu'il y a une différence entre ce qui est annoncé officiellement et ce qui est vécu. C'est pour ça que moi je dis, on ne devrait pas quand même tolérer cela, même si chaque fois on a le sentiment qu'on fait tout le reproche au gouvernement. Mais c'est que, vous voyez, face à un cas comme celui-là, le temps est passé. C'est ça tendance, c'est que tout le monde, c'est même si c'est impossible, que les rescapés au moins soient ceux-là qui donnent les informations fiables, irréfutables par le gouvernement. Mais lorsqu'on les écoute et qu'en face, on n'a pas une réaction du gouvernement, on a envie de se dire, mais est-ce qu'il n'y a pas juste moyen de théâtraliser la scène pour qu'à la fin, on aboutisse à aucune solution durable? Alors, Georges Semer, on a reproché au gouvernement un certain nombre de choses. Est-ce qu'on devrait encore quand même être à reprocher de ne pas faire quand même le minimum, quand même, cette prise en charge de ces personnes-là? Alors, il y a le deuxième drame de Bankolo. Est-ce que c'est exagéré? Écoutez, il y a la gestion de la prise en charge de ces rescapés. Il y a un minimum qui a été fait. Il y a un minimum qui a été fait, exactement comme le cas de Ndogbong il y a quelques mois ici à Douala. Mais ça ne reste qu'au minimum. Parce que lorsque, on l'a vu à travers votre télé, la prise en charge au centre des urgences de Yaoundé, par exemple, et dans les autres formations sanitaires de Yaoundé, où effectivement, il y a les premiers soins de stabilisation qui sont apportés à ceux qui intègrent ces formations sanitaires. Et à ce niveau de prise en charge, c'est effectué par l'hôpital, sans contrepartie. Ça, c'est en attendant que la famille ne vienne. Et lorsque la famille vient, se pointe maintenant, il y a une facturation qui se met en branle et à laquelle vous êtes obligé d'honorer. Maintenant, les familles veulent qu'il y ait une prise en charge intégrale. Donc, il y a quand même un mur d'incompréhension entre la volonté des familles et des victimes et les pouvoirs publics. Et surtout avec les responsables des formations hospitalières qui n'ont pas toujours les appuis nécessaires pour juguler cette prise en charge gratuite en attendant que le mot d'ordre vienne de la hiérarchie. Ils offrent quand même les premiers soins en attendant l'arrivée des familles. Je sais très bien de quoi je parle. Mais généralement, lorsqu'il y a une prise en charge minimale, on attend encore les instructions de la hiérarchie pour soit rembourser les factures qui ont été payées par les familles. Et là, c'est une autre paire de manches. Donc, je pense qu'il y a un mur d'incompréhension entre ces deux parties, avec au milieu les responsables de ces formations sanitaires qui, comme je vous le dis, ils n'ont pas toujours les intrants, les budgets ou alors les médicaments nécessaires pour prendre tout de suite en charge ces victimes. Mais je pense que lorsqu'on est face à une telle catastrophe, l'État doit quand même venir en aide, en rescousse et en soutien à 100% à ces victimes afin d'éviter toute polémique. Ils en ont les moyens. En tout cas, l'État en a les moyens à travers ces formations sanitaires qu'on peut appuyer de façon substantielle afin qu'ils prennent en charge ces cas. D'ailleurs, la protection civile, je crois que la protection civile quand même a une caisse qui est prête, une caisse d'urgence qui est prête à intervenir dans ce cas. Donc je pense qu'ils ont raison de se plaindre. C'est une catastrophe. C'est quelque chose d'imprévisible, c'est un cas de force majeure. Donc, ils devraient, au-delà de l'appui que pourraient apporter les familles, avoir le soutien totalement intégral des pouvoirs publics dans ce cas. Voilà donc les derniers développements sur cette actualité d'un Bankolo tel que traité par les journaux ce matin. Cette nouvelle vie des sinistrés, vous la lirez donc dans les colonnes de mutation ou encore le flou autour de la prise en charge à la une
du quotidien Le Jour. Passons à notre sujet, on va parler de sport. Monsieur, pour les minutes qui nous restent dans le cadre de ce programme. D'abord, ce match Cameroun-Sénégal, donc le choc, un certain Cameroun-Sénégal à l'issue du tirage au sort des phases de poule de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023 qui va se disputer en 2024 en début d'année. Alors, Nana, vous avez été également devant votre télé hier pour suivre ce tirage au sort. Première réaction? Bien, on sera avec les champions. n'est généralement pas très football. On sera avec les champions d'Afrique. Disons que je sera avec les champions d'Afrique, le Sénégal. Je regarde le football, les matchs de foot, je les regarde lorsque les Lions jouent. Donc, dès que les Lions ne jouent plus, du coup, je ne suis plus football. Mais pour le cas d'espèce, comme les Lions étaient justement concernés, doublement j'avais en face de moi d'abord le match d'hier, le match face à la Russie. Et puis, on va en parler tout à l'heure. Voilà, le tirage. Donc, du coup, je me suis dit, sans doute, c'est l'occasion là pour nous déjà de nous préparer doublement. Vous savez qu'il y a un match amical qui pointe à l'horizon. Et donc, je me suis dit sans doute, on a la chance de tester notre futur adversaire. Il faudrait qu'on se comporte super bien déjà pendant le match amical pour leur faire comprendre que nous sommes des lions indomptables et non de la Teranga qui véhicera bien de l'accueil. Donc, ces deux lions qui devront s'affronter. Je reste optimiste et confiant que les lions, le moment venu, seront en mesure de dompter ces lions. Parce que je pense que face même aux anciens de l'équipe sénégalaise, on n'a jamais vraiment été mal parti. Hein. Donc, je reste confiant que je peux redouter des équipes comme l'Égypte, ou encore comme dans une moindre mesure la Côte d'Ivoire, ou encore l'Afrique du Sud, mais le Sénégal pour moi reste une équipe prenable. Des équipes qu'on pourra rencontrer plus tard dans la compétition, Égypte ou Côte d'Ivoire, parce que dans la poule du Cameroun, c'est Sénégal, Gambie, Guinée, Conakry. Je vais vous entendre sur cette poule-là avec les champions d'Afrique, Georges Semé. Alors, d'abord, il faut dire que le Sénégal a remporté sa deuxième Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. Donc, ce sont des retrouvailles. Nous leur portons pratiquement chance. Mais cette fois-ci... la première Coupe d'Afrique. Sa première. La première Coupe d'Afrique. Voilà. Mais cette fois-ci, je pense que la chance, il faut qu'elle soit de notre côté. D'abord, c'est vrai que c'est le champion sortant, mais il a en face de lui un pays qui a d'énormes talents et qui a 5 trophées continentaux. Donc, ce n'est pas le premier venu. On va jouer crânement notre chance. Et j'écoutais encore ce matin les réactions des Sénégalais après ce tirage au sort. Ils disaient que la personne qu'il faut craindre le plus, c'est effectivement le Cameroun, parce qu'ils ne savent toujours pas par quel bout nous prendre. C'est vrai qu'il y a un duel quasiment fratricide entre le Sénégal et la Gambie. Vous savez que la Gambie est un petit pays qui est quasiment à l'intérieur du Sénégal, et ils considèrent ce match comme une sorte de duel fratricide. Mais la rencontre avec le Cameroun est une rencontre extrêmement délicate côté sénégalais. Maintenant, le Cameroun, on connaît nos potentialités et on n'a pas du tout peur du Sénégal avec les grands noms qu'ils ont, Sadio Mané, avec leur jeu chatoyant. Il faut quand même qu'ils se souviennent que lors de la dernière Coupe du Monde, on a battu le Grand Brésil. Et eux, ils devraient bien se tenir lorsqu'ils vont nous affronter. Okay. Est-ce que la clé sera aussi les deux joueurs qu'on a vus à la une de Cameroun Tribune, les deux capitaines, Vincent Ouaka et Sadio Mané? Ça va aussi se jouer sur les talents. Alors, la coïncidence a voulu qu'ils se retrouvent à la une de Cameroun Tribune, mais la coïncidence également, c'est qu'ils évoluent dans le même championnat en Asie. Et je pense qu'ils se valent, mais maintenant, bien évidemment, mon petit doigt penche en faveur du Cameroun. Et eux-mêmes, ils ne sont pas très à l'aise. Sadio Mané, hier, il était parmi les invités, comme Akon, l'artiste Akon. Lorsque Akon a pris la parole, il a dit « Cameroun again ». Donc, vous voyez qu'ils tremblent pratiquement dans leur godasse avant même d'avoir affronté le Cameroun. Du côté Cameroun, nous sommes sereins, nous sommes confiants de nos potentialités parce que vous avez dit qu'on va en parler tout à l'heure. Avec le match qu'on a vu hier, si on reste dans la même lancé dans le même fond de jeu, je crois qu'on ne fera qu'une bouchée de ce Sénégal. Voilà, ces deux joueurs qui connaissent le championnat d'Arabie Saoudite, Vincent Ouaka qui a évolué et qui est revenu du côté de la Turquie. Parlons donc justement, restons dans le sillage des Lions indomptables avec ce match amical d'hier, Russie-Cameroun. On va parler de l'enjeu, mais peut-être vous avez dit un mot sur le jeu. Peut-être c'est passé à regarder le match hier, quand même des Lions qu'on a vu dérouler un tout petit peu, même s'ils n'ont pas été réalistes devant les buts. Oui, j'ai suivi le match en partie. Le peu que j'ai regardé m'a quand même fait comprendre qu'on pouvait encore compter sur Fabrice Ondoa. Maintenant, au niveau de la défense, je pense qu'on peut encore trouver des appuis solides à nous, Tolo, pour qu'on soit vraiment irréprochable pendant la CAN. Vous savez, lorsqu'on dit CAN,
tout de suite là, et qu'on a face au Cameroun, chaque équipe se réveille et vraiment veut montrer son meilleur possible. Et donc, la défense, dans ce cas-là, a un rôle non négligeable. Donc, il faudra peut-être, à mon avis, chercher à solidifier la défense davantage. Si on peut, déjà, on a 2 bons gardiens, Onana et Ondoa. Il faut donc avoir devant eux un mur pratiquement infranchissable. C'est ce que j'ai pu tirer comme leçon. Maintenant, Vincent Aboubakar, je l'ai vu peut-être pas au top de sa forme, je peux me tromper, contrairement face à quelqu'un qui est comme Sadio Mané. Lorsque je regarde un peu l'énergie, la débauche d'énergie que peut dépenser un Sadio Mané face à Aboubakar, j'ai le sentiment que Sadio Mané en a encore un peu plus que Aboubakar. Donc, il faut aussi peut-être, à mon avis, chercher à doper notre défense pour qu'on soit vraiment à l'attaque pendant la future CAN. Là, au niveau du match dans son ensemble, les enjeux étaient énormes. Ok, ça c'est ce qui est du jeu, mais il faut qu'on parle de l'enjeu également parce que je crois que c'est l'angle choisi par le messager pour que nos téléspectateurs comprennent. Vladimir Poutine qui est vomi par le monde occidental, on va le dire comme ça, et le Cameroun qui réussit quand même à disputer un match amical là-bas. Beaucoup pensent que c'est un pied de nez comme ça à l'endroit des Occidentaux fait par le Cameroun. Alors, je ne vois pas la chose comme ça parce que le dicton dit que le sport unit le monde. Ça aurait pu être une autre nation que le Cameroun. Pour peu qu'on parle de sport. Et je crois que la Russie, en dehors du football, participe à d'autres compétitions internationales. Donc, je pense qu'il ne faut pas toujours chercher... c'est un enjeu, c'est vrai, mais l'enjeu actuellement ne s'y est pas. Le sport unit le monde et le Cameroun a réussi à jouer avec la Russie. C'est un bon coup sportif que d'être un bon coup politique. La Russie n'est pas un paria de la communauté internationale. Donc je pense que là, c'est un bon coup. Mais maintenant, pour revenir au jeu, une question qu'on ne m'avait pas posée, j'ai vu un bon Cameroun hier. C'est un fond de jeu qu'on n'avait pas vu depuis 5 ans. Pour vous qui connaissez bien la chose de footballistique, je sais que ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu le Cameroun jouer sans faire d'énormes transversales qui brisent les lignes médianes de jeu pour se retrouver vers les attaquants. On a vu toutes les lignes utilisées, du défenseur au milieu à l'attaquant jusqu'au terrain adverse. C'était un football chatoyant et extraordinaire. On aimerait que ça perdure comme ça. Mais maintenant, comme Aloysie l'a dit, il y a des approximations au niveau de la défense en termes de placement parce qu'on a du mal à accepter qu'un joueur qui manque une tête, c'est le même joueur qui reprend la balle renvoyée et inscrit le but. Donc ça veut dire qu'il y a eu une certaine faiblité au niveau de la défense. Mais bon, c'est vrai qu'elle a montré de très bonnes dispositions, mais au niveau de la concentration, c'est à revoir. Et un gros coup de chapeau à Omar Gonzalez et à Castelletto qui ont été extrêmement performants, ajouté à Nootolo qui était également un bon artiste hier. Maintenant, l'attaque. On a raté au moins une dizaine de buts. Juste parce qu'on a manqué de réalisme. Or, c'est ce que la Russie a utilisé contre nous pour marquer son unique but. Donc, je pense qu'au niveau de l'attaque également, c'est vrai qu'on a des faux follets, mais il faut un peu plus d'engagement, de précision, d'entrain et de réalisme. Si on garde ce fond de jeu, avec les petites corrections sur les approximations que je viens de dévoiler, le Cameroun de 2024 va ressembler un tout petit peu au Cameroun des années 90. Alors, Alex Nana, pour sortir, vous avez parlé du jeu. On va dire qu'on parle également aussi de l'enjeu. Oui. Parce que vous avez également vu, comme le messager, qu'il y a un enjeu diplomatique quand même derrière cette rencontre. Il y a derrière un énorme enjeu diplomatico, politico, économico compréhensible. Commençons par relever qu'il y a eu un match amical récemment, je crois en Angleterre, où il fallait aller jouer en faveur de l'Ukraine. Et dans ce match-là, on avait vu un Samuel Eto'o. Et à ce qu'il paraît, ça n'avait pas beaucoup plu à Yaoundé et même à Moscou, qui n'est pas très éloigné, très loin de Samuel Eto'o. Et donc, le match d'hier avait pour but de renouer ces relations-là entre les deux nations, au moment où justement la Russie a de la peine encore à être acceptée sur le plan international. Il vous souvient que pendant le mondial, la Russie avait été mise carrément au banc. Et donc, aujourd'hui, accepter aller jouer avec un pays qui est très mal vu au niveau international est une manifestation d'indépendance au niveau international. C'est-à-dire Paul Biya prouve au monde entier que moi je fréquente, c'est lui qui est rejeté. Et donc, il faut aller au-delà du jeu et comprendre que
Paul Biya a marqué un très grand coup qui fait qu'aujourd'hui, il peut être regardé avec tantôt du respect, tantôt avec beaucoup de suspicion. On ne sait pas exactement à quoi il pense. Mais il faut rappeler également qu'en 88, il a dit au Cameroun, n'est la chasse gardée de personne. Donc, il peut coopérer avec qui il veut, quand il veut. Et là, pour le cas d'espèce, le football lui a permis de nouer un pont solide avec la Russie. Les noms disent donc d'un match amical Russie-Cameroun à lire dans le Messager de ce jour, la revue des grandes unes. C'est terminé. Merci Georges, merci à l'Eus d'être venu d'équipe de l'actualité avec nous. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. On va dire merci à nos équipes techniques en régie, Jonathan Babiola, Gabin Tussac, Ledo Poney, Innocent Abega et Mousfongo à la réalisation. On va se donner rendez-vous la semaine prochaine pour d'autres éditions de la revue des grandes unes. Restez sur notre antenne juste après nous, c'est 10-12, le Zénith.